Nécroscope. Chapitre 4. C'était l'été 1972 et Dragosani était de retour en Roumanie. Il avait l'air très à la mode avec sa chemise à col ouvert bleu délavé, son pantalon gris évasé dans le style occidental, et ses chaussures noires à bout pointu, au lieu des chaussures habituelles à bout carré importées de Russie que l'on trouvait dans les boutiques locales, et sa veste à carreaux fauves avec de grandes poches rapportées. Dans la chaleur roumaine de la mi-journée, particulièrement près de cette ferme aux abords d'un petit village à l'écart de l'autoroute Corabia-Calisteni, il ne passait pas inaperçu. Appuyé contre sa voiture et parcourant du regard les toits serrés les uns contre les autres et les coupoles en forme de coquilles d'escargot du village, situé légèrement en contrebas des champs, en pente vers le sud, il pouvait seulement être au choix un riche touriste venu de l'ouest, un riche touriste venu de Turquie ou un riche touriste venu de Grèce. Toutefois, sa voiture était une Volga, aussi noire que ses chaussures, ce qui suggérait une autre possibilité. Qui plus est, il n'arborait pas l'expression circonspecte ou innocente du touriste aux yeux écarquillés. Il semblait au contraire familier des lieux, comme s'il avait fait partie des gens du cru. S'approchant de lui, dans la cour de la ferme où il avait donné à manger à ses poulets, Zach Kinkowski, le propriétaire, ne parvenait pas à se décider. Il attendait des touristes plus tard dans la semaine, mais celui-ci l'intriguait. Il renifla d'un air soupçonneux. Peut-être s'agissait-il d'un fonctionnaire du ministère des Terres et des Propriétés, d'un laquais arrogant au service de ces industriels bolcheviques au visage dur de l'autre côté de la frontière. À l'évidence, il devait se montrer prudent, du moins jusqu'à ce qu'il sache qui était ce nouveau venu. Kinkowski, s'enquit le jeune homme en le toisant. Zach Kinkowski. On m'a dit à Ionesti que vous aviez des chambres. Je suppose que ceci... Il fit un mouvement de la tête vers une bâtisse en pierre chancelante à 2 étages près de la route pavée du village. Et votre maison d'hôte ? Kinkowski prit délibérément un air d'inconcerté et fit semblant de ne pas avoir compris, fronçant les sourcils comme il regardait Dragosani. Il lui arrivait de ne pas déclarer ses gains provenant du tourisme, pas l'intégralité en tout cas. Je suis bien Kinkowski, oui, et j'ai des chambres. Mais... alors, je peux séjourner ici, oui ou non ? L'inconnu semblait fatigué à présent, et impatient. Kinkowski nota que ses vêtements, à première vue élégants et modernes, étaient en fait froissés et usagés. Je sais que je suis en avance d'1 mois, mais vous ne pouvez pas avoir tant d'autres que cela. En avance d'1 mois ? À présent, Kinkowski se souvenait. Ah, vous devez être le R de Moscou. Celui qui avait demandé des renseignements en avril et réservé une chambre, mais qui n'a pas envoyé d'argent d'avance. C'est donc vous, ce R. Dragosani, qui porte le même nom que la ville voisine. Il est vrai que vous venez plus tôt que prévu, mais vous êtes néanmoins le bienvenu. Il faut que je vous fasse préparer la chambre, ou bien je peux vous loger dans la chambre anglaise pour 1 nuit ou 2. Combien de temps resterez-vous ? Au moins 10 jours. Si les draps sont propres et la nourriture acceptable, et si votre bière roumaine n'est pas trop amère. Son regard inutilement sévère et son attitude amenèrent Kinkowski à protester. My Air, mes chambres sont si propres que l'on pourrait manger par terre. Ma femme est une excellente cuisinière, et ma bière est la meilleure de toutes les Carpates méridionales. Qui plus est, nous avons de bonnes manières ici, ce que l'on ne saurait dire de vous autres, moscovites, il me semble. Bon, vous voulez une chambre, oui ou non ? Dragosani arbora un large sourire et tendit la main. Je vous ai marché. J'aime bien savoir de quoi sont faits les gens que je rencontre, et j'aime les esprits combatifs. Vous êtes typique de cette région, Zach Kinkowski. Portez des vêtements de fermier, mais vous êtes un guerrier de cœur. Mais me prendre, moi, pour un moscovite, avec un nom comme le mien ? Ah non, certains diraient que c'est vous l'étranger ici, Zach Kinkowski. C'est dans votre nom, votre accent aussi. Et que signifie ces Mein Herr ? Vous êtes hongrois, c'est ça ? Kinkowski examina brièvement le visage de son hôte, le regarda de haut en bas, puis décida qu'il le trouvait sympathique. L'homme avait le sens de l'humour, en tout cas, ce qui constituait un changement bienvenu. Le grand-père de mon grand-père était hongrois, mais la grand-mère de ma grand-mère était valaque. Quant à l'accent, il est local. Nous avons absorbé beaucoup de Hongrois au cours des décennies et un grand nombre se sont installés ici. En ce qui me concerne, je suis roumain autant que vous. Seulement, je ne suis pas aussi riche que vous l'êtes. Je suppose que vous diriez que je suis un paysan. Eh bien, c'est ce que je suis. Quant au Mein Herr,
Préférez-vous que je vous appelle camarade? Oh, non, bonté divine, non, surtout pas. Mein Herr fera l'affaire, merci. Bon, montrez-moi votre chambre anglaise. Dragosani verrouilla les portières de sa Volga et suivit Kinkowski vers la maison d'hôte. Les chambres. Oh, j'ai un tas de chambres. 4 à chaque étage, et vous pouvez avoir toute une suite de chambres si vous voulez. Une seule me suffira, du moment qu'elle a une baignoire et des toilettes individuelles. Ah, une salle de bain attenante, hein? Bon, alors c'est au dernier étage. Une chambre avec cabinet indépendant et baignoire juste sous le toit. Elle est moderne. Je vous fais confiance. Il vit que les murs du rez-de-chaussée de la maison avaient été enduits de ciment et recouverts d'un crépi moucheté couleur sable, à cause de l'humidité provenant du sol probablement. Mais les étages supérieurs laissaient apparaître les constructions en pierre d'origine. La maison devait avoir au moins 300 ans, tout à fait de circonstance. Cela le ramenait en arrière dans le temps, vers ses origines, et bien au-delà. « Depuis combien de temps êtes-vous parti ?» demanda Kinkowski en le conduisant à une chambre située au rez-de-chaussée. « Vous allez devoir rester ici pour le moment, le temps que je prépare la chambre du haut. 1 heure ou 2, c'est tout. » Dragosani ôta ses chaussures, suspendit sa veste sur une chaise en bois et se laissa tomber sur le lit éclairé par la lumière du soleil qui entrait par une fenêtre ovale. « J'ai été absent durant la moitié de ma vie, mais c'est toujours bon de revenir. Je suis revenu ces 3 derniers étés et je reviendrai encore 4 fois. »« Oh, vous avez planifié votre avenir, hein? Encore 4 fois, cela semble plutôt définitif. Que voulez-vous dire par là ?»« Je fais des recherches sur l'histoire de cette région. À raison de 2 semaines par an, cela devrait encore me prendre 4 ans. »« L'histoire? Le pays en est imprégné. Mais ce n'est pas votre métier alors? Enfin, vous ne faites pas ça pour gagner votre vie? » ?»« Non. À Moscou, je suis entrepreneur de pompes funèbres. » Ce qui n'était pas très loin de la vérité. Ma foi, il faut de tout pour faire un monde. Bon, je vais aller préparer votre chambre et je vais prendre des dispositions pour le repas. Si vous avez envie d'aller au cabinet, c'est juste là dans le couloir. Reposez-vous bien. Comme aucune réponse ne venait, il regarda Dragosani de nouveau et vit que ses yeux étaient fermés. Le soleil chaud et le calme de la chambre l'avaient sans doute amené à s'assoupir. Il prit les clés de voiture de son hôte que celui-ci avait laissé tomber au pied du lit, sortit de la chambre sans bruit et referma doucement la porte derrière lui. Comme il partait, il jeta un dernier regard en direction de l'homme allongé sur le lit. La poitrine de Dragosani se soulevait et s'abaissait, au rythme lent de son sommeil. Parfait. Kinkowski hocha la tête et sourit. À l'évidence, il se sentait ici chez lui. Dragosani choisissait un nouveau logement chaque fois qu'il venait dans la région, toujours à proximité de la ville qu'il appelait son chez-lui, soit à un jet de pierre, mais pas trop près du dernier endroit où on pourrait se souvenir de lui depuis l'année précédente. Il avait songé à utiliser un nom d'emprunt, un pseudonyme, mais avait finalement abandonné cette idée. Il était fier de son nom, probablement par défi vis-à-vis de son origine, non pas vis-à-vis de Dragosani, la ville, de son origine géographique, mais vis-à-vis du fait qu'il avait été trouvé là-bas. Quant à ses parents, son père était cette chaîne de montagnes quasi imprenable là-bas, vers le nord, les Alpes transylvaniennes, et sa mère était la terre fertile et noire elle-même. Or, il avait sa propre théorie sur ses véritables parents, ce qu'ils avaient fait, probablement ce qu'ils avaient eu de mieux à faire. Comme il les imaginait, il s'agissait sûrement de Sgani, des Romanichels, des Bohémiens, jeunes amants appartenant à des campements ennemis. Leur amour n'était pas parvenu à surmonter les vieux affronts et les rancunes tenaces. Mais ils s'étaient aimés, et Dragosani était né. Puis il avait été abandonné. Quant à les rechercher vraiment, ses parents inconnus, il avait songé à le faire 3 ans auparavant, et il était venu ici pour cette raison précise. Mais l'aventure s'était révélée sans aucun espoir. Une tâche énorme, impossible. Il y avait autant de Bohémiens en Roumanie maintenant qu'il y en avait eu le jadis, malgré la désignation de pays satellites. L'ancienne Valachie, la Transylvanie, la Moldavie, et toutes ces régions alentours avaient conservé une certaine autonomie, une autodétermination. Les Bohémiens avaient autant le droit d'être ici que les montagnes elles-mêmes. Telles avaient été les pensées de Dragosani tandis qu'il s'endormait. Mais le rêve qu'il faisait à présent ne concernait pas du tout ses parents, mais des scènes de son enfance avant que l'on ait envoyé loin de la Roumanie pour parfaire son éducation.
Il avait été un solitaire même à cette époque, vivant replié sur lui-même et parfois il s'était aventuré là où d'autres avaient peur d'aller. Et encore là où on leur avait interdit d'aller. La forêt était profonde et sombre, sur des coteaux escarpés qui serpentaient tel un grand huit de fête foraine. Boris avait vu un grand huit une seule fois, 3 jours auparavant, le jour de son 7e anniversaire. Quand en guise de cadeau, son père l'avait amené à Dragozani pour aller au petit cinéma qu'il y avait là-bas. On projetait notamment un court-métrage russe entièrement tourné sur des manèges de fête foraine, et le grand 8 était si réel que Boris avait eu le vertige et avait failli tomber de son siège. L'expérience avait été tout à fait effrayante, mais aussi excitante, à tel point qu'il avait inventé son propre jeu pour simuler le frisson du grand 8. Ce n'était pas aussi bien et c'était très fatigant, mais c'était mieux que rien, et on pouvait le faire juste ici sur les pentes des collines boisées à moins de 2 kilomètres de la maison. C'était un endroit où personne ne venait jamais, un endroit complètement désert, et c'était pour cette raison que Boris l'aimait tant. La forêt n'avait pas été taillée depuis presque 500 ans. Aucun garde-chasse n'avait jamais pénétré les versants couverts de pins où seuls les très rares rayons du soleil parvenaient à percer et à éclairer l'obscurité poussiéreuse qui y régnait. Seuls les roucoulements assourdis et de temps en temps, les battements d'ailes de quelques pigeons sauvages troublaient le profond silence. On entendait aussi le bruissement furtif de petites créatures. C'était un endroit fait de grains de poussière qui dansaient, de pommes et d'aiguilles de pin, de champignons aussi. Un endroit où vivaient quelques écureuils agiles et étrangement silencieux. Les collines étaient situées dans la plaine de l'ancienne Valachie qui descendait depuis les contreforts des Alpes, à 70 km de distance. Elles avaient la forme d'un crucifix dont le corps central mesurait presque 3 km de long, du nord au sud, et la barre de traverse 1,5 km d'est en ouest. Tout autour, il y avait des champs, séparés par des murets de pierre, des haies et des clôtures, et parfois même par d'étroites allées d'arbres, mais les champs proches des collines qui formaient la croix n'étaient pas cultivés. De hautes herbes y poussaient en abondance, ainsi que des chardons d'un vert intense. De temps en temps, le père adoptif de Boris faisait paître ses chevaux ou ses vaches ici, mais c'était très rare. Même les animaux évitaient l'endroit. Ils étaient nerveux et brisaient parfois les clôtures, ou sautaient par-dessus les haies pour s'éloigner de ces champs laissés à l'abandon et beaucoup trop silencieux. Mais pour le petit Boris Dragozani, l'endroit était tout à fait différent. Il pouvait se livrer à la chasse aux grands fauves ici et pénétrer l'intérieur inexploré de l'Amazone, partir à la recherche des cités perdues des Incas. Il pouvait faire toutes ces choses et bien d'autres encore, à condition de ne jamais parler de ces jeux à sa famille adoptive, ou plutôt de l'endroit où il s'y adonnait. Et bien qu'il soit interdit de s'en approcher, la forêt le fascinait. Quelque chose en elle l'attirait comme un aimant. Et elle était là à présent, tandis qu'il grimpait la pente escarpée à proximité du centre de la croix, s'agrippait d'arbre en arbre, soufflant et haletant, et tirait derrière lui le grand carton qui faisait office de véhicule, de voiture, de grand 8, dépourvu de roues. C'était une longue montée, oui, mais cela en valait la peine. Il allait faire une dernière descente, cette fois et depuis le sommet, avant de rentrer à la maison. Le soleil était bas dans le ciel maintenant, et il y allait sans doute encore avoir des ennuis pour être rentré si tard, alors une descente de plus ne changerait rien. Arrivé au sommet, il s'arrêta pour reprendre son souffle, s'assit un moment, chassa de la main les moucherons dans les pâles rayons du soleil qui traversaient les grands pins sombres, puis il traîna le carton jusqu'à un endroit où il apercevait un sentier qui descendait jusqu'en bas. À une époque oubliée, on avait pratiqué un coupe-feu, ici, avant que les bûcherons se souviennent, ou bien qu'on leur parle de la nature de ce lieu. Depuis lors, de jeunes arbres avaient poussé, de nouveau, recouvrant presque la balafre, mais pas tout à fait. À cet instant précis, cette balafre allait devenir la piste de descente du casse-cou Boris. Sa voiture en équilibre au bord de la pente, il sauta dedans, s'y cramponna et inclina le carton vers l'avant jusqu'à ce que celui-ci commence à glisser. Tout d'abord, le carton descendit sans à-coups, en suivant une trajectoire parfaite. Il glissait facilement sur un tapis d'aiguilles de pin et d'herbes rêches, entre des buissons ras et des arbustes graciles, sur les traces de l'ancienne balafre du coupe-feu. Mais Boris n'était qu'un enfant. Il n'avait pas vu le danger, n'avait pas tenu compte de la raideur de la pente, ni de la vitesse d'accélération. À présent, le carton prenait de la vitesse, et sa descente ressemblait de plus en plus à la course vertigineuse et terrifiante de la voiture du Grand 8. Il heurta un monticule d'herbe et décolla de la pente. Le carton retomba, fut dévié par un arbuste, projeté de côté vers les pins les plus denses qui poussaient sur le versant, presque à pic, le long de la balafre. Il lui était désormais impossible de contrôler la course effrénée de sa voiture. Boris n'avait ni frein ni système de direction. Il pouvait seulement aller là où le carton le conduisait.
Subissant de nombreux chaos et des glissades sur le côté, de plus en plus meurtri et secoué de seconde en seconde, il était ballotté dans son carton comme un poids dans sa cosse. Et maintenant, loin de la balafre du coupe-feu, la lumière déclinait, presque entièrement cachée. Boris baissait la tête en prévision des branches invisibles qui pouvaient lui cingler le visage, tandis que sa descente cauchemardesque continuait. Mais avec les arbres qui poussaient si près les uns des autres, elle ne pouvait durer encore très longtemps. Finalement, à un endroit où le sol, sous les arbres, était fait d'argile schisteuse et d'éboulis, où leurs racines se dressaient, semblables à de gros serpents, la descente prit brusquement fin. Dans un craquement épouvantable, le fond du carton se déchira sous Boris, et les côtés se désintégrèrent littéralement dans ses doigts, qui s'y agrippaient avec terreur. Il fut projeté, pas tout à fait la tête la première, vers un tronc d'arbre, et continua à tournoyer. Tombant cul par-dessus tête, rebondissant et glissant, Boris sentait à peine les nombreuses branches fragiles qui volaient en éclats comme il passait à travers elles. Il était seulement conscient de visions momentanées d'un ciel qui tournoyait, aperçu entre les cimes des pins austères d'un plongeon vertigineux et des chaos qui semblaient se succéder pour toujours avant d'être finalement projetés par-dessus un tertre ou un affleurement rocheux et précipités vers un espace sombre et poussiéreux. Puis ce fut le choc, et ensuite plus rien. Plus rien pendant un moment en tout cas. Boris s'était sans doute évanoui pendant 1 minute, ou 5, ou 50. Ou peut-être il ne s'était pas évanoui du tout, et il avait été secoué, et bien secoué. S'il ne l'avait pas été, ce qui se passa ensuite aurait pu facilement le tuer. Il aurait pu mourir de peur. « Qui es-tu » demanda une voix dans sa tête prise de vertige. « Pourquoi es-tu venu ici ? Est-ce que tu t'offres à moi ?» La voix était malfaisante, totalement malfaisante, et elle était absolument terrifiante. Boris n'était qu'un jeune garçon, il ne comprenait pas des termes comme bestial, sadique ou diabolique, ni la signification d'expressions telles que les puissances des ténèbres, ni les actes avec lesquels on invoquait de telles puissances. Pour lui, la peur, c'était le craquement d'une marche dans un escalier sombre. La terreur, le tapotement d'une branche sur la fenêtre de sa chambre quand tout le monde dormait à la maison. L'horreur, le bond soudain d'un crapaud ou l'immobilité pétrifiée d'une blatte quand on allume la lumière. Et particulièrement sa fuite éperdue quand elle sait qu'elle a été découverte. Un jour, dans la cave la plus profonde qui se trouvait sous la ferme, où son père adoptif entreposait des bouteilles de vin dans des casiers et des fromages enveloppés de mousseline sur des rayonnages frais, Boris avait entendu la stridulation de grillons. Dans le faisceau de sa petite torche, il en avait vu un, d'un gris lépreux, sortir de sa cachette sans lumière. Comme il s'approchait pour l'écraser sous sa chaussure, l'insecte avait bondi et disparu. Il en trouva un autre, la même chose se produisit, et un autre, et encore un autre. Il en vit une douzaine et n'en écrasa pas un seul. Tous avaient disparu. Alors qu'il grimpait les marches pour sortir de la cave avec la lumière du jour émanant d'en haut, un criquet avait sauté du short de Boris. Ils étaient sur lui. Ils avaient sauté sur lui. De cette façon, il ne pouvait pas les écraser. Comme Boris s'était contorsionné alors. C'était là la conception qu'il se faisait d'un cauchemar. Prendre conscience d'une intelligence rusée là où il ne devrait pas y en avoir. Comme c'était précisément le cas ici. Ah, ainsi tu es l'un des miens. Et parce que tu es l'un des miens, tu es venu ici. Parce que tu savais où me trouver. Ce fut à ce moment-là que Boris comprit qu'il était conscient et que la voix dans sa tête était réelle. Et sa malveillance évoquait le contact visqueux d'un crapaud, le bond des grillons de l'obscurité, le lent tic-tac d'un pendule exécré qui semble vous parler dans la nuit et se moquer de vos peurs et de votre insomnie. Non, c'était encore pire que cela. Il en était certain, excepté qu'il n'avait pas les mots, ni les connaissances, ni l'expérience pour décrire cette voix. Mais il pouvait se représenter la bouche qui prononçait dans sa tête ces mots gutturaux et grumeleux, sournois et pleins de sous-entendus. Et il savait pourquoi la voix était grumeleuse et gargouillait. Dans son esprit, l'image était très nette et monstrueuse. La bouche ruisselait de sang, semblable à des rubis liquides, et ses incisives luisantes étaient pointues comme celles d'un énorme chien. « Comment t'appelles-tu, mon garçon ?»« Dragosani. »« Ah, Dragosani. » La voix était un soupir rauque à présent, comme les feuilles en automne qui frissonnent sur les pavés, un soupir d'entendement naissant, de compréhension et de satisfaction.
Alors tu es bien l'un des biens. Mais hélas, trop petit, trop petit. Tu n'as pas la force, mon garçon. Tu n'es encore qu'un enfant, un simple enfant. Que peux-tu faire pour moi? Rien. Ton sang ressemble à de l'eau dans tes veines. Il ne contient pas de fer. Boris s'assit et scruta l'obscurité autour de lui, apeuré, ses yeux regardant d'un côté et de l'autre, la tête lui tournant. Il se trouvait à un peu plus de la moitié de la pente, sur une sorte d'affleurement rocheux plat sous les arbres. Il n'était jamais venu ici auparavant et ne s'était jamais douté que cet endroit existait. Puis tandis que ses yeux s'habituaient à la pénombre et qu'il recouvrait ses sens, il se rendit compte qu'en réalité il était assis sur des dalles de pierre couvertes de lichen, devant ce qui ne pouvait être qu'un mausolée. Boris avait déjà vu quelque chose de ce genre. Son oncle était mort un mois auparavant et avait été enterré dans un monument semblable. Et c'était en terre consacrée, dans le cimetière de Slatina. Ici par contre, ce n'était pas une terre consacrée, en aucun cas. Des présences invisibles se déplaçaient ici, agitaient l'air moisi sans déranger les guirlandes de toiles d'araignée, ni les petites branches des familles mortes qui pendaient des arbres. Il faisait froid ici, froid et humide, car le soleil n'avait plus pénétré en ces lieux depuis 500 ans. Derrière Boris, taillé dans un grand affleurement rocheux, la tombe elle-même s'était effondrée depuis longtemps, et sa voûte constituée de dalles massives n'était plus qu'un enchevêtrement de débris. Dans sa chute vertigineuse, Boris avait dû passer par-dessus cet amas de pierres, sinon il se serait certainement fracassé le crâne. En fait, peut-être était-ce le cas, car il percevait et entendait des choses là où il n'y avait rien à percevoir ou à entendre, là où il n'aurait rien dû y avoir. Il tendit l'oreille et plissa les yeux dans la pénombre de cet endroit clos, mais il n'y avait rien. Boris essaya de se mettre debout et y parvint à sa troisième tentative. Tremblant, il s'appuya de tout son poids contre une dalle inclinée qui avait jadis constitué le linteau de la porte de la tombe, puis il écouta et regarda de nouveau, tendant l'oreille et scrutant l'obscurité. Mais il n'y avait plus de voix à présent, plus de bouche ruisselant de sang dans le miroir de son esprit. Il poussa un soupir de soulagement, et son souffle émit un grincement dans sa gorge. Une épaisse croûte de saleté, de lichen et d'aiguilles de pin tomba de la dalle sous ses mains, laissant apparaître en partie un motif, des armoiries. Boris dégagea un peu les débris accumulés pendant des siècles, et il y retira vivement ses mains, se rejeta en arrière, trébucha et s'assit de nouveau en suffoquant. Les armoiries consistaient en un bouclier où était gravé un dragon, une patte levée en un geste menaçant, et juché sur son dos une chauve-souris aux yeux triangulaires de cornaline, et surmontant les deux, la tête cornue et grimaçante du démon lui-même, une langue fourchue dépassant et ruisselant de gouttes de sang rouge foncé. Les trois symboles, dragon, chauve-souris, démon, s'assemblèrent dans l'esprit de Boris. Ils s'amalgamèrent comme le possesseur de la voix dans sa tête, cette voix qui choisit ce moment précis pour lui parler une fois encore. « Cours, petit homme, cours. Va-t'en d'ici. Tu es trop petit, trop jeune, trop innocent. Et je suis bien trop faible. Et bien trop vieux. » Alors que ses jambes le tremblaient si fort qu'il était certain qu'il allait tomber, Boris se leva puis recula. Il tourna les talons et s'enfuit à fond de train de cet endroit, fuyant les dalles jonchées d'aiguilles et de pins que les racines noueuses poussaient vers le haut depuis des siècles. Fuyant la tombe effondrée et les secrets enfouis qu'elle contenait, fuyant l'obscurité de ce lieu si menaçante qu'elle semblait avoir une substance matérielle. Et tandis qu'il partait, se glissant sous les arbres sombres dont taillait et descendant les pentes escarpées, cinglé par des branches et contusionné par de nombreuses chutes, la voix grinça dans son esprit comme une lime sur du verre ou comme une craie sur un tableau noir, rendu obscène par son savoir séculaire. « Oui, cours, cours. Mais ne m'oublie jamais, Dragosani, et sois certain que je ne t'oublierai pas. Non, car j'attendrai que tu sois devenu fort, et quand ton sang contiendra du fer et que tu sauras ce que tu fais, car tu dois agir de ton plein gré, Dragosani, alors nous nous reverrons. Et maintenant, je dois dormir. » Jaillissant des arbres au pied de la colline, franchissant d'un bond une clôture basse dont la barre du haut était cassée, Boris se jeta vers les hautes herbes et les chardons et vers la lumière bénie, enfin. Il ne s'arrêta même pas, se releva immédiatement et courut vers la maison. Ce fut seulement au milieu du champ, à bout de souffle et incapable de continuer,
Il s'affaissa sur le sol, tourna la tête et regarda vers les collines aux contours imprécis. Loin à l'ouest, le soleil se couchait, ses dernières lances de feu changeant en or les cimes des pins les plus hauts. Et Boris savait, dans le lieu secret, dans la clairière de la tombe voilée par les arbres, tout était moite, grouillant et sombre d'épouvante. Et ce fut seulement à ce moment-là qu'il pensa à demander « Qui êtes-vous » Et comme si elle venait d'1 million de kilomètres de là, apportée par la brise du soir qui avait soufflé sur les collines et les champs de Transylvanie depuis le commencement des temps, la réponse parvint dans son esprit. « Mais tu le sais, Dragosani, tu le sais. Ne demande pas qui êtes-vous, mais qui suis-je. Au fond, est-ce si important? La réponse est la même. Je suis ton passé, Dragosani. Et toi, tu es mon avenir. » Et Dragosani, qui êtes-vous? Répétant la question de son rêve, Dragosani se réveilla. Des yeux le regardaient fixement, presque triangulaires, sans ciller, brûlant dans l'obscurité inattendue de la chambre. Et durant un instant, l'espace d'une seconde à peine, il eut presque l'impression qu'il était de nouveau dans la clairière où se trouvait la tombe. Mais les yeux qui le fixaient étaient verts, comme ceux d'un chat. Dragosani les regarda et ceux-ci soutinrent son regard, guère intimidé. Ils appartenaient à un visage dont la blancheur était soulignée par les cheveux noirs de jais qui l'encadraient. Un visage de femme. Il s'assit, s'étira, puis posa ses pieds sur le sol. La femme à qui appartenaient les yeux fit une petite révérence à la façon d'une paysanne, sans élégance. Il lui sourit d'un air moqueur. Quand il se réveillait, il était toujours de mauvaise humeur, et il l'était tout particulièrement quand il était réveillé avant l'heure, en raison d'une intrusion, comme maintenant. « Vous êtes sourde? J'ai dit qui êtes-vous? Et pourquoi m'a-t-on laissé dormir si longtemps ?» Son index pointé de façon rigide ne semblait pas impressionner son interlocutrice le moins du monde. Elle sourit, levant délicatement un sourcil, presque avec insolence. « Je suis Ilse, Herr Dragosani, Ilse Kinkowski. Vous avez dormi 3 heures. Comme vous étiez manifestement très fatigué, mon père a dit que je devais vous laisser dormir et préparer votre chambre sous les combles. Je venais vous dire qu'elle est prête. » Dragosani refusait de se montrer aimable. Et cette fois, il ne jouait pas au même jeu qu'avec son père. Non, car il y avait quelque chose chez elle qui l'irritait. Elle était bien trop sûre d'elle, trop maligne, pour commencer. Et puis, elle était très jolie. Elle devait avoir dans les 20 ans. C'était curieux qu'elle ne soit pas encore mariée, mais elle ne portait pas d'alliance à son doigt. Comme il n'était pas encore tout à fait réveillé, Dragosani frissonna tandis que son métabolisme s'adaptait à la baisse de température. Et elle s'en aperçut. Il fait plus chaud en haut. Le soleil est encore au-dessus de la maison. Grimper l'escalier fera circuler votre sang. Dragosani parcourut la chambre du regard et frotta délicatement du bout de ses doigts ses yeux encore tout ensommeillés. Il se leva, tapota la poche de sa veste posée sur le dossier de la chaise. « Où sont mes clés? Et mes valises ?»« Oui. Mon père a monté vos valises dans la chambre et voici vos clés. » Quand la main de la jeune fille toucha la sienne, il sentit qu'elle était froide. Mais sa main à lui fut brusquement fiévreuse. Et cette fois, quand il frissonna, elle éclata de rire. « Ah, un garçon vierge !»« Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit ?» Elle se tourna vers la porte, sortit dans le couloir et se dirigea vers l'escalier. Dragosani, furieux, s'empara de sa veste et la suivit. Au pied de l'escalier en bois, elle se tourna vers lui. « C'est un dicton de la région, juste un dicton. »« Quel dicton ? » Bien, quand un garçon frissonne alors qu'il fait chaud, c'est parce qu'il est vierge. Vierge à contre-cœur. C'est un dicton particulièrement stupide. Elle se retourna et lui dit « Cela ne s'applique pas à vous, Herr Dragosani. Vous n'êtes plus un garçon et vous ne me faites pas du tout l'effet d'un être timide ou vierge. Et de toute façon, ce n'est qu'un dicton. Vous êtes trop familière avec vos hôtes. » Arrivée au premier palier, elle l'attendit et éclata de rire à nouveau. Je me suis montré amical. C'est glacial quand les gens ne parlent pas. Mon père m'a dit de vous demander si vous vouliez manger avec nous ce soir, puisque vous êtes le seul hôte pour le moment, ou bien si vous préfériez dîner dans votre chambre. Je dînerai dans ma chambre, si on y arrive un jour. Elle haussa les épaules, se retourna et monta le second escalier. Ici, les marches étaient plus raides.
Ilse Kinkowski était habillée d'une façon tout à fait démodée pour la ville, mais toujours au goût du jour dans les villages et les agglomérations rurales. Elle portait une robe en coton plissé, serrée à la taille, qui lui arrivait un peu au-dessous du genou. Un corsage noir à manches courtes boutonné sur le devant, avec des bouffants aux épaules et aux coudes. Et, ce que Dragosani trouvait particulièrement ridicule, des demi-bottes en caoutchouc. Mais elles étaient sans aucun doute très utiles dans la cour de la ferme. En hiver, elle devait également porter des bas, lui arrivant en haut des cuisses. Mais on n'était pas en hiver. Il essaya de détourner les yeux, mais il n'y avait rien d'autre à regarder. Et qu'est-ce qu'elle pouvait se déhancher? Un étroit V de couleur noire séparait les sphères blanches de ses fesses qui ondulaient. Arrivée au deuxième palier, elle fit halte et se tourna délibérément pour l'attendre en haut des marches. Dragosani s'arrêta net et retint son souffle. Tout en le regardant d'un air toujours aussi calme, elle se balançait d'une jambe sur l'autre, se frottant l'intérieur de la cuisse avec son genou. Ses yeux verts brillaient. « Je suis sûr que vous aimerez. Ici. » Et elle fit porter lentement son poids sur l'autre jambe. Dragosani détourna les yeux. « Oui. Oui, je suis certain que je... » Ilse remarqua la fine pellicule de sueur sur son front. Elle détourna son visage et renifla. Peut-être avait-elle eu raison à son sujet, tout compte fait. Dommage.